Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui, dans cet épisode de Board Game 101, je suis très fier de vous présenter le jeu Slay the Spire, le jeu de plateau, qui est inspiré du très populaire jeu vidéo, d'ailleurs que j'ai joué plus de 300 heures au jeu vidéo, donc j'avais très hâte de voir ce qu'on allait faire avec le jeu de plateau. Celui-ci vient d'être édité en 2024 par la compagnie Contention Games après une campagne Kickstarter et il a été traduit en français par Matago. C'est un jeu qui nous vient des auteurs Gary Duransky et qui a été aidé des deux créateurs du jeu vidéo, c'est-à-dire Anthony Giovannetti et Casey Yano. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, on peut donc y jouer en solo. Et les parties vont durer de 60 à 90 minutes, mais là on parle de jouer un acte seulement. Donc de faire les 3 actes, ça nous prendrait 3 fois 60 à 90 minutes. C'est un jeu de deck building coopératif et de gestion de main de cartes dans lequel on va incarner un des 4 personnages asymétriques et on va tenter d'évoluer sur les plateaux en choisissant les chemins pour faire les différents combats contre des monstres. On va affronter des monstres élites, on va trouver des nouvelles reliques, on va améliorer notre deck au fur et à mesure de la partie en obtenant des nouvelles cartes qui sont propres à notre personnage. On va aller acheter des objets pour s'améliorer dans des magasins, on va faire des choix aussi dans certains événements et on va tenter de progresser sur le chemin qui mène jusqu'au boss de l'acte pour l'affronter dans un combat épique et on va tenter de faire ça pour les 3 actes du jeu et à la fin du 3e acte, on va avoir remporté la partie si on détruit le 3e boss. On a aussi du matériel à déverrouiller, on vous en parlera un peu plus tard à la fin de la vidéo pour vous dire aussi qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Alors, Slay the Spire, le jeu de plateau, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer un des 2 plateaux de l'acte 1 au milieu de la table, sur le côté au hasard. Et on va ensuite prendre les jetons rencontres et on va les distribuer sur les emplacements blancs ainsi que les emplacements gris qui sont sur le plateau de l'acte 1 pour avoir des chemins qui sont différents à chacune des parties. Ces emplacements vont représenter les différentes rencontres que les joueurs vont faire au fur et à mesure qu'ils vont progresser. Une fois tous les jetons placés, on va les retourner face visible pour voir les différentes rencontres plutôt que les joueurs pourront rencontrer sur leur chemin tout au long de l'acte 1. Donc on aura des combats contre des monstres élites, des événements, des feux de camp et des magasins. On va ensuite sélectionner le boss de l'acte 1, donc on a le choix parmi 3 boss de l'acte 1. On peut lancer le dé pour le choisir de façon aléatoire et on va ensuite placer le boss qu'on a choisi sur l'emplacement boss dans le haut du plateau de l'acte 1 et les autres boss seront retournés dans la boîte de jeu. Les joueurs vont placer le pion bot sur la première case dans le bas de l'acte 1, ce sera la première rencontre, donc ils vont commencer avec un combat. On va ensuite préparer les cartes pour l'acte 1. On aura besoin des cartes rencontres, les cartes invocation, les cartes élites et les cartes événements. On va aussi utiliser les cartes première rencontre pour la première rencontre au début de la partie. Ce sont des rencontres un peu plus faciles, donc on peut les placer pour l'instant sur le dessus du deck rencontre. On va aussi placer les cartes hébétement, les cartes statues sur leur endroit respectif et on va aller mélanger les cartes malédiction qu'on va aller placer face cachée à côté du plateau. On peut placer à côté du plateau le plateau marchand, on peut se faire une réserve avec les pièces et on va placer le dé près du plateau principal. On va se faire une réserve avec les cartes reliques de boss ainsi que les cartes potions qu'on va placer près du plateau. Et on va placer la réserve de jetons accessibles à tous les joueurs. On a des jetons poison, des jetons armure, des jetons affaiblissement, les jetons surin, les jetons vulnérabilité, les jetons de force, les cubes orbe, les cubes général ainsi que les jetons de prière.
Chaque joueur va se choisir un des 4 personnages asymétriques et va prendre son tapis de jeu ainsi que son plateau personnage, sa figurine, 3 cubes génériques, son deck de départ qui est associé à sa couleur. Les cartes de départ sont reconnaissables par leur bordure grise. On aura aussi notre deck de récompense qui va contenir des cartes qui sont associées à notre personnage qui sont soit communes avec des bannières grises ou peu communes avec des bannières bleues. Et on aura aussi notre deck de récompenses rares qui contient seulement des cartes rares, donc des cartes avec une bannière jaune. Le joueur va placer ses 3 cubes sur les 3 pistes de son plateau personnage, un cube à 0 énergie, un cube à 0 d'armure et un cube à son maximum de points de vie, dans le cas de ce personnage, 10 points de vie. Les joueurs vont ensuite mélanger leur deck de départ et vont le placer sur l'emplacement pioche de leur tapis de jeu. Ensuite, chaque joueur va piocher une carte Bénédiction de nous qui va lui offrir un choix pour avoir des ressources supplémentaires au début de la partie. La récompense qui est dans l'encadré rouge en haut de la carte est gagnée automatiquement par le joueur. Donc ici, on voit qu'il va gagner 3 pièces d'or. Il va donc prendre 3 pièces et les placer sur son plateau joueur. Et il va aussi gagner une carte. Lorsqu'on a une récompense de gagner une carte, on va aller piocher les 3 premières cartes récompenses de notre deck et on va les retourner face visible et on peut ensuite choisir une de ces 3 cartes qu'on va ajouter à notre deck. Les récompenses sont toujours optionnelles. Un joueur peut décider de prendre aucune des 3 cartes et de les remettre tout simplement sous sa pioche de cartes récompenses. Par exemple, le joueur pourrait décider de prendre ici la carte frappe double. Il va pouvoir l'ajouter dans son deck et les 2 autres cartes qu'il n'a pas choisies seront replacées sous sa pioche de cartes récompense. Par la suite, il va choisir un des 3 choix sur sa carte. Il pourrait améliorer une carte, gagner 3 cartes potions ou de gagner une carte de récompense rare, qui sont les cartes plus fortes, mais en contrepartie, il gagnerait aussi une carte malédiction. Le joueur pourrait donc choisir la première option ici qui est d'améliorer une carte. À ce moment-là, il peut prendre n'importe quelle carte de son deck et l'améliorer. Je pourrais donc décider d'améliorer la carte de frappe double que je viens d'acquérir. Pour améliorer une carte, on va tout simplement la retourner sur son côté amélioré. Donc sur le côté amélioré, on voit que le titre de la carte est en vert avec un plus à côté. C'est donc son côté amélioré. Donc cette carte maintenant est une attaque qui est beaucoup plus puissante et on va la retourner dans notre deck. Et une fois que le joueur a pris ses récompenses de départ, on peut retourner la carte Bénédiction de New dans la boîte de jeu. Finalement, les joueurs vont prendre leurs figurines et vont aller les placer sur les cases des rangées les plus basses sur le plateau de l'acte 1. Et finalement, on va faire la mise en place pour la première rencontre. On va donc reprendre les cartes première rencontre et on va assigner une carte devant la ligne de chacun des joueurs. On va ensuite révéler les cartes et on va regarder si les monstres ont des invocations telles qu'indiquées dans le bas des cartes avec les bannières vertes. Donc si l'ennemi Petite Slime va avoir une invocation de slime acide, on va donc à ce moment-là, dans le deck de cartes invocation, aller chercher l'ennemi qui correspond à ce nom et on va le placer à la suite de cet ennemi sur la même ligne. Et on peut ensuite placer des cubes génériques sur les emplacements de points de vie maximum de chacun des monstres sur la piste qui est sur le côté de sa carte. Dans une partie de Slay the Spire, le jeu de plateau, les joueurs vont tenter de progresser sur le plateau acte en suivant les chemins pour affronter les différentes rencontres qui s'y trouvent et éventuellement se rendre au boss de l'acte pour l'affronter pour terminer cet acte. Et les joueurs vont tenter de se rendre jusqu'à l'acte 3 et s'ils réussissent à terminer l'acte 3 et de vaincre le 3e boss, ils vont remporter la partie. Tout au long de leur aventure, les joueurs vont rencontrer plusieurs types de rencontres. Ils auront la plupart du temps des combats contre des ennemis, avec le symbole ici des monstres. Lorsqu'on aura une rencontre de combat, on va placer des cartes ennemies et on va procéder à une phase de combat. Les joueurs peuvent aussi rencontrer les puissants ennemis élites avec le symbole ici du monstre et des cornes. C'est un ennemi qui est plus puissant mais qui donnera de plus grandes récompenses. Les joueurs vont aussi rencontrer des phases d'événements avec les points d'interrogation. Donc on va aller piocher une carte événement et on va faire un choix sur la carte qui va nous donner la plupart du temps des récompenses, mais quelquefois il y aura un coût qui est associé à cette récompense. Les joueurs pourront aussi aller chez le marchand pour obtenir des potions, des reliques ou bien des nouvelles cartes. Ils pourront aussi enlever une carte de leur deck en payant les différents coûts en utilisant leurs pièces d'or. Les joueurs pourront se reposer au camp pour pouvoir se soigner et regagner des points de vie ou bien améliorer une de leurs cartes. Et les joueurs pourront aussi avoir les symboles de coffre au trésor qui leur donneront des reliques qui sont des cartes qui vont leur donner de nouvelles habiletés.
Et finalement, quand les joueurs auront atteint la dernière case en haut du plateau acte, ils vont devoir affronter le boss qui s'y trouve. Tout d'abord, regardons ce qui va se passer lorsqu'on devra faire une phase de combat contre des ennemis. Ici, on a fait la mise en place de la première rencontre, donc chaque joueur dans sa rangée va avoir à affronter un ennemi. Si jamais on se bat contre des monstres élites, à ce moment-là, on va seulement placer une carte de monstre élite qui va affronter tous les joueurs. Et c'est la même chose pour le boss de l'acte, il va seulement avoir sa carte et il va affronter tous les joueurs. Un combat se passe en plusieurs manches. À chacune des manches, on va alterner le tour des joueurs et par la suite le tour des ennemis. On va continuer à enchaîner les manches jusqu'à temps que tous les ennemis ou bien les joueurs aient été vaincus. Le tour des joueurs se sépare en 3 phases. Premièrement, on a la phase de début de tour où on a de la préparation à faire pour le combat. Premièrement, les joueurs vont aller placer leur cube d'énergie sur la valeur 3. Ils vont gagner 3 d'énergie à chacune des manches. L'énergie sert à payer les coûts de nos cartes pour pouvoir les jouer et les activer. Les joueurs vont aussi placer leur cube d'armure sur la case 0. Donc, si jamais il avait de l'armure encore disponible du dernier tour, elle va retourner à 0 pour la prochaine manche. Les joueurs vont ensuite piocher 5 cartes de leur deck pour pouvoir les ajouter dans leurs mains pour cette manche. Si jamais les joueurs doivent piocher des cartes, mais que leur deck est vide, donc ils n'ont plus de deck, à ce moment-là, on va reprendre notre défausse, on va la remélanger et on va se reformer une nouvelle pioche et on va continuer à piocher nos cartes par la suite pour en avoir 5. Il se peut que les joueurs aient des effets qui leur fait piocher plus de cartes, donc les joueurs n'ont pas de limite de cartes en main qu'ils peuvent avoir pendant le combat. Par la suite, un des joueurs va lancer le dé et le dé va nous donner un résultat qui va être utilisé pour tous les effets qui ont une référence au dé pour cette manche. Ces effets peuvent inclure les comportements de certains ennemis ou bien d'activer certaines cartes de reliques ou habiletés des joueurs. Et pour terminer la phase de début de tour, on va activer tous les effets de début de tour et de début de combat puisque c'est la première manche du combat si jamais les joueurs ont ce type d'effet. Par exemple, le joueur qui incarne la silencieuse a une relique d'imprimé sur son plateau joueur qui dit qu'au début de chaque combat, il va piocher 2 cartes supplémentaires dans sa main. Il va donc avoir 7 cartes pour son premier tour. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase d'action. C'est là que les joueurs pourront dépenser leur énergie pour pouvoir jouer les différentes cartes qui se trouvent dans leurs mains pour faire des effets et attaquer les ennemis ou bien se défendre. En plus de leurs cartes, les joueurs pourront aussi utiliser des cartes potions pour se donner différents effets ou bien activer des cartes reliques qu'ils ont ramassées durant leurs aventures dans les différents actes. Il n'y a pas de tour de jeu dans la phase d'action, c'est-à-dire que les joueurs peuvent se concerter et décider qui va faire une action et qui ensuite va faire la prochaine. Donc un joueur pourrait par exemple décider de jouer une carte, ensuite l'autre joueur pourrait décider d'en jouer 2, ensuite l'autre joueur pourrait en jouer une et ainsi de suite. Les joueurs vont donc faire des actions jusqu'à temps qu'ils aient dépensé toute leur énergie ou bien qu'ils ne veulent plus jouer de cartes ou d'activer d'autres effets. Donc, commençons avec le soldat de fer qui va aller jouer la première action. Il va décider de jouer une carte de sa main. Donc, premièrement, il va la placer devant lui. Il va devoir payer le coût en énergie de sa carte. Donc, ici, sa carte lui coûte 1 d'énergie. Il va donc descendre à 2. Ensuite, il devra avoir une cible pour son attaque. Donc, le joueur, même s'il a seulement un monstre dans sa rangée, il peut cibler n'importe quel monstre. Donc, les joueurs ne sont pas limités à cibler seulement les ennemis dans leur rangée. Ils peuvent cibler n'importe quel ennemi. Le joueur décide de cibler le mâchouilleur. Il va donc infliger l'effet de sa carte qui fait 2 attaques de 2 dégâts une après l'autre. Donc on ne peut pas séparer nos 2 attaques sur 2 cibles, on doit les faire sur la même cible. Donc cela va lui infliger 2 points de dégâts pour la première attaque et 2 pour la deuxième. Donc il reste seulement 4 points de vie à cet ennemi. Une fois que le joueur a terminé l'effet de sa carte, il va faire son nettoyage, c'est-à-dire qu'il va aller placer cette carte soit dans sa défausse, si c'est une carte d'attaque ou de compétence qu'il vient de jouer, elle va aller dans sa défausse tout simplement. Si c'est une carte qui a la mention épuisée, à ce moment-là, cette carte va aller dans notre pile de cartes épuisées. Ce sont des cartes qu'on peut seulement jouer une fois par combat, mais qui vont retourner dans notre deck une fois le combat terminé. Et si jamais la carte qu'un joueur vient de jouer est une carte pouvoir, à ce moment-là, il va la placer devant lui et cette carte va rester en jeu jusqu'à la fin du combat. La silencieuse décide de faire la prochaine action. Elle va jouer cette carte ici, neutralisation. Le coût de la carte est de 0, donc elle ne coûte pas d'énergie. Il va ensuite choisir une cible. Il va aller attaquer le manchouilleur lui aussi. Il va lui infliger 1 dégât, donc il va tomber à 3 points de vie. Et il va lui infliger un jeton de faiblesse. On va donc ajouter un jeton de faiblesse sur cette carte ennemie.
Elle va ensuite placer cette carte dans sa défausse de cartes. La silencieuse va ensuite jouer des cartes frappe, donc des cartes qui font 1 point de dégâts et qui coûtent 1 d'énergie, et elle va enchaîner 3 cartes frappe une après l'autre pour aller infliger 3 points de dégâts sur la petite slime, ce qui va lui enlever tous ses points de vie. Lorsqu'un ennemi est vaincu, on va simplement retourner sa carte face cachée jusqu'à la fin du combat. Et ensuite, elle va aller placer ses 3 cartes frappe dans sa défausse. Le soldat de fer va enchaîner avec une carte frappe qui va lui coûter 1 d'énergie et qui va infliger 1 point de dégâts ici au manchouilleur. Et il va ensuite la placer dans sa défausse. Et pour son dernier point d'énergie, il va aller jouer une carte de défense qui a comme effet de donner un point d'armure. Il va donc avancer d'un sur sa piste armure, ce qui lui fait dépenser son dernier point d'énergie. Et il va ensuite placer sa carte défense dans sa défausse. Comme les joueurs ont dépensé toute leur énergie et qu'ils n'ont pas d'autres cartes de potions à jouer ou d'autres effets reliés aux reliques à activer, cela va mettre fin à la phase d'action. On va donc passer à la troisième phase du tour des joueurs, qui est la phase de fin de tour. Premièrement, si les joueurs ont des effets de fin de tour, ils vont se déclencher à cet endroit-là. Ce sont des effets qui peuvent être faits par des cartes pouvoir ou bien des cartes reliques que les joueurs vont ramasser dans leurs aventures. Par la suite, si les joueurs ont encore des cartes en main, ils vont défausser ces cartes en main. Donc les cartes qu'ils n'ont pas pu jouer, ils vont les défausser. Ils ne peuvent pas les garder pour le prochain tour. Et maintenant, on va passer au tour des ennemis, qui est aussi séparé en 3 phases. La première phase est de retirer les points d'armure des ennemis. Donc, si jamais les ennemis avaient accumulé des points d'armure et que les héros ne les avaient pas enlevés, à ce moment-là, les ennemis vont aller perdre leurs points d'armure. Comme pour les héros, les points d'armure sont seulement valides pour un seul tour de jeu. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase d'action des ennemis. On va activer tous les ennemis en commençant par la rangée la plus haute et on va activer les ennemis de gauche à droite dans chacune des rangées. Lorsqu'un ennemi s'active, il va attaquer seulement le joueur qui se trouve dans sa rangée et il va faire l'effet de son attaque pour cette manche. Ici, on a des ennemis dont leur attaque est déterminée par la valeur du dé pour la manche, donc on va aller activer l'effet numéro 5 sur la carte de ces ennemis. Pour la slime acide, à 5, elle va aller faire un effet de faiblesse sur le joueur vert, donc sur la silencieuse. On peut donc placer un jeton soit sur le plateau joueur ou bien à côté de sa figurine pour se le rappeler. Le manchouilleur, lui, va aller faire une attaque de 3 points de dégâts sur le soldat de fer, mais comme il a un jeton faiblesse, son attaque va avoir un dégât de moins. Ce sera donc une attaque de seulement 2 points de dégâts. En faisant son attaque, il va perdre son jeton faiblesse et le joueur doit encaisser 2 points de dégâts. Il va commencer par perdre des points d'armure pour bloquer des points de dégâts. Donc, comme j'ai seulement 1 point d'armure, je peux bloquer un des 2 points de dégâts, ce qui fait que ce joueur va perdre 1 point de vie et va descendre de 1 sur sa piste de points de vie. Et lorsqu'on a terminé d'activer les ennemis, on passe à la troisième phase qui est de descendre les cubes d'action. Ce sont des ennemis qui ont des cubes d'action qui vont déterminer leurs actions. À ce moment-là, les cubes vont descendre d'un cran pour aller à la prochaine action, mais ce n'est pas le cas des ennemis qu'on a en jeu présentement. Une fois qu'on a passé le tour des joueurs et le tour des ennemis, cela va mettre fin à la première manche et on va commencer tout simplement la manche suivante. On recommence donc un tour de joueurs. Les joueurs vont donc regagner 3 d'énergie pour pouvoir jouer des cartes pendant cette manche. Ils vont ensuite aller piocher 5 cartes de leur deck pour ajouter à leur main. Et on va ensuite pouvoir débuter la phase des héros. Et on va lancer le dé pour cette manche. Donc ici, le résultat de 6 va déterminer les attaques des monstres et tous les effets aléatoires. Les joueurs vont jouer une frappe chacun pour pouvoir faire 2 points de dégâts restant sur le manchouilleur et ainsi le vaincre. On va donc retourner cet ennemi face cachée et ils vont aller placer leur carte frappe dans leur défausse. Le soldat de fer va jouer sa carte Heurte qui va coûter 2 d'énergie. Elle va infliger 2 blessures à un ennemi. Il va évidemment attaquer le seul ennemi restant, donc 2 points de dégâts. Et il va lui mettre un jeton de vulnérabilité, ce qui fait que la prochaine attaque infligée à cet ennemi sera doublée. Il va ensuite défausser sa carte. La silencieuse va enchaîner avec une frappe pour 1 d'énergie. Elle va infliger 1 point de dégâts, mais comme il y a un jeton de vulnérabilité, on va doubler cette attaque. Et on va ensuite défausser le jeton, ce qui va infliger 2 points de dégâts. Il reste donc un seul point de vie pour ce dernier ennemi. Il va placer sa carte dans sa défausse. Et finalement, il va aller jouer une tranche, qui est une carte qui coûte 0 et qui va infliger le point de dégâts final sur le dernier ennemi. Donc les joueurs ont réussi à vaincre tous les ennemis.
On passe donc à la phase de fin de combat. Premièrement, on va activer les effets de fin de combat, comme par exemple le pouvoir du soldat de fer qui est imprimé sur son plateau est un effet de fin de combat. Il va se soigner d'un point de vie, donc il va retourner ici à 10 points de vie. On passe ensuite à la phase de récompense. Donc chacun des joueurs va recevoir les récompenses du monstre qui est dans sa propre rangée. Donc le soldat de fer va recevoir les récompenses sur la carte mâchouilleur et la silencieuse va recevoir les récompenses sur la carte de la petite slime. Le soldat de fer va gagner une récompense de 1 pièce. Il va donc acheter 1 pièce sur son plateau joueur. Chacun des joueurs a une récompense d'une potion. Donc, on va aller piocher la première carte potion du deck. Donc, les joueurs vont gagner chacun une carte potion. Les cartes potions sont des effets qu'on peut utiliser dans les combats la plupart du temps. Et lorsqu'on va utiliser une potion, on va la défausser. Donc, ce sont des effets à utilisation unique. Un joueur peut avoir un maximum de 3 cartes potions avec lui et les cartes potions, entre les combats, les joueurs peuvent se les échanger pour pouvoir les donner à l'autre joueur. Et finalement, chaque joueur va aller gagner une carte dans ses cartes de récompense. Donc, on va sélectionner les 3 premières cartes et on va pouvoir choisir une carte parmi celles-ci. Donc, le soldat de fer, ici, pioche ces 3 cartes. On voit qu'il y a une carte de ticket doré. Lorsqu'on va piocher cette carte, on va la remettre sous la pioche de carte récompense et on va la remplacer par une carte récompense de notre deck rare. Et on a le choix ensuite de ces 3 cartes. Donc, on peut décider de prendre une de ces 3 cartes et de l'ajouter à notre deck. Donc, je pourrais prendre cette carte et l'ajouter dans mon deck. Et pour la silencieuse, elle choisit une carte parmi les 3 ici. Je pourrais décider de prendre la carte fumée toxique que je vais ajouter à mon deck. Les cartes non choisies sont simplement retournées sous la pioche de cartes récompense de ce joueur. Ensuite, les joueurs vont réinitialiser leur deck, ils vont remélanger toutes les cartes qui étaient dans leurs mains, dans leur zone de jeu, dans leur défausse, les cartes pouvoir, les cartes épuisées. Donc, on va refaire notre deck tout simplement pour le prochain combat. On va réinitialiser notre plateau personnel, c'est-à-dire qu'on va se remettre à 0 énergie et à 0 d'armure. Et nos points de vie vont rester, donc les joueurs ne se soignent pas entre les combats. Donc, si jamais ils ont été blessés, ils vont garder ce nombre de points de vie pour la suite de l'aventure. Et on va aller remettre les cartes d'ennemis dans la boîte de jeu puisque c'était les cartes de la première rencontre. Donc, on ne les réutilisera pas pour le reste de la partie. Si c'était des cartes ennemis standards, on va simplement les replacer sous la pioche de cartes ennemis standards. Et entre 2 combats, les joueurs, s'ils le veulent, peuvent décider de changer de rangée les uns avec les autres. Mais en combat, on ne peut pas le faire à moins de jouer une carte qui spécifie qu'on fait cet effet de jeu. Une fois leur rencontre terminée, les joueurs vont ensuite se choisir un chemin pour continuer sur la route vers le boss de lac dans le haut du plateau. Les joueurs ne peuvent jamais revenir en arrière, on peut seulement progresser vers le haut sur le plateau Act. Donc les joueurs pourraient décider de prendre le chemin du centre et ils vont avancer le pion bot sur la prochaine rencontre. Ici, on a un point d'interrogation, ce qui signifie qu'on va aller faire une rencontre d'événement. Dans ce cas, les joueurs vont aller piocher la première carte du deck événement et on va la révéler. Et c'est souvent une carte qui va offrir différents choix aux joueurs. Chacun des joueurs va se choisir un des choix sur la carte événement et va appliquer son effet. Pour cette carte, on peut choisir de retirer une carte de notre deck, c'est-à-dire de la retirer complètement de notre deck pour le reste de la partie. On peut décider de transformer une carte, c'est-à-dire qu'on va retirer une carte de notre deck et on va gagner automatiquement la première carte de notre pioche de cartes récompense à la place. Ou bien la troisième option qui est d'améliorer une carte. À ce moment-là, on va retourner une de nos cartes sur son côté amélioré. Et lorsque les joueurs ont terminé d'appliquer les effets de la carte événement, on va tout simplement la replacer sous la pioche de carte événement de l'acte 1. Après cette rencontre, les joueurs devront progresser dans le chemin pour aller vers la prochaine rencontre qui serait un combat contre des monstres normaux. À ce moment-là, on va aller faire une mise en place d'un combat avec les cartes rencontre. On va placer une carte rencontre devant la rangée de chacun des joueurs et on va procéder à une phase de combat. Si les joueurs choisissent le chemin qui est ici, leur prochaine rencontre sera un marchand, ce qui va leur permettre de dépenser leurs pièces d'or pour s'acheter différents items, potions ou bien des nouvelles cartes. Pour procéder à une phase de marchand, on va prendre le plateau marchand. On va commencer par aller piocher 3 cartes potions qu'on va placer dans les emplacements du bas. On va ensuite aller piocher 3 cartes reliques qu'on va placer dans les emplacements respectifs. Et finalement, chacun des joueurs va révéler les 3 premières cartes de son paquet de cartes récompenses. Et ensuite, les joueurs pourront dépenser des pièces d'or pour acheter soit les cartes révélées, soit les reliques, soit les potions. Ou bien ils peuvent aussi payer 3 pièces d'or pour pouvoir retirer une carte de leur deck définitivement.
Pour acheter les cartes, les joueurs devront payer le coût selon la bannière de rareté de la carte. Donc les cartes grises, les cartes communes vont coûter 2 pièces. Les cartes avec les bannières bleues, les peu communes, vont coûter 3 pièces. Et si jamais on a des cartes jaunes, les bannières rares, ces cartes vont coûter 6 pièces chacune. Pour les reliques et les potions, les coûts sont inscrits dans le coin de la carte. Donc ici, les reliques sont à 7 pièces d'or, celle-ci à 4. Et même chose pour les potions. Ici, on a 3, 2 et 3 pièces d'or respectivement. Et les joueurs peuvent décider de payer 3 pièces d'or pour retirer une carte de leur deck et ils sont limités à le faire une seule fois maximum. Donc les joueurs vont dépenser leurs pièces d'or pour s'acheter ces cartes et lorsqu'ils auront terminé de faire leur choix, toutes les cartes restantes qui n'ont pas été achetées seront replacées sous leurs pioches respectives. Si les joueurs procèdent à une rencontre sur un feu de camp, ils pourront faire une des deux options suivantes. Chaque joueur peut choisir une option différente. La première option est de se reposer pour regagner 3 points de vie et la deuxième option est d'améliorer n'importe quelle carte de leur deck. Si les joueurs procèdent à une rencontre de monstres élites, à ce moment-là, on va aller piocher une carte élite et on va aller faire la mise en place pour ce combat qui est un peu spécial. Les cartes élites sont souvent seules contre tous les héros, à moins qu'ils aient des invocations. À ce moment-là, on va les placer comme dans les règles normales. Les monstres élites, tout comme les boss à la fin de l'acte, sont considérés comme étant dans la rangée de tous les joueurs en même temps. Ce sont aussi des ennemis redoutables qui ont beaucoup de points de vie, donc le nombre de points de vie va dépendre du nombre de joueurs, donc tel qu'indiqué sur la carte. Donc ici à 1 joueur, il a 14 points de vie, à 2 joueurs 28, à 3 joueurs 42 et à 4 joueurs 56. Donc on va utiliser la piste de points de vie ici pour pouvoir placer les points de vie du monstre qui ici aurait 28 points de vie pour une partie à 2 joueurs. On voit que cet ennemi a un comportement qui va être dicté par un cube d'action. Dans la mise en place du combat, on va aller placer le cube d'action sur la case grise, donc c'est donc l'action qu'il aura à la première manche du combat. Dans le tour des ennemis, il va appliquer l'effet qui est indiqué devant son cube et à la fin de la phase des ennemis, son cube va glisser sur la prochaine case. Ce sera donc son attaque pour la deuxième manche. Les cubes d'action ne reviennent jamais sur les cases grises, mais vont continuer d'alterner sur les cases d'action rouge si le joueur en possède plusieurs. Dans le cas de ce monstre, comme il a une seule action rouge, le cube va rester sur cette ligne d'action pour le reste du combat. Comme les ennemis élites sont souvent seuls à affronter tous les joueurs, leurs attaques vont avoir le symbole d'aire d'effet, ce qui veut dire que leurs attaques vont affecter tous les joueurs en même temps. Et lorsque l'ennemi élite sera vaincu, tous les joueurs vont pouvoir gagner la récompense de cet ennemi élite. Donc, c'est-à-dire que tous les joueurs vont gagner 2 pièces, tous les joueurs vont pouvoir piocher une carte relique et tous les joueurs pourront gagner une nouvelle carte de leur deck de cartes récompenses. Les combats contre les monstres élites sont très semblables aux combats contre les boss à la fin de l'acte, c'est-à-dire qu'ils vont être considérés comme étant dans toutes les rangées et que leurs attaques auront le symbole aire d'effet, ce qui va affecter tous les joueurs. Et pour vous garder la surprise des boss de fin d'acte, on ne vous montrera pas les statistiques de ces derniers, on va vous laisser les découvrir par vous-même. Et finalement, lorsque les joueurs vont rencontrer le symbole de trésor, ils vont aller gagner une carte relique. Donc les joueurs vont chacun piocher une carte relique du paquet et la gagner immédiatement. Je vous suggère aussi d'utiliser la règle optionnelle pour le gain des cartes reliques, c'est-à-dire que lorsqu'on va gagner une carte relique par un emplacement trésor ou bien en battant un monstre élite, on va retourner une carte relique par joueur et ensuite les joueurs pourront choisir quelle relique ils veulent prendre, ce qui leur permet d'ajuster les effets des reliques à la stratégie de leur personnage. Certaines cartes reliques vont nous donner des effets passifs qui sont tout le temps actifs, alors que certaines reliques vont nous donner, comme par exemple celle-ci, un effet une fois par combat, donc on peut activer l'effet de cette carte une fois dans le combat dans le tour des joueurs. Lorsque c'est fait, on va la retourner de l'autre côté pour se rappeler que l'effet a été utilisé dans ce combat. Ou bien on a des cartes reliques qui ont des effets qui sont reliés avec la valeur du dé. Donc le dé qu'on lance à chacune des manches. Donc si j'obtiens le résultat qui est demandé sur la relique, à ce moment-là, je vais gagner son effet. Dans le cas de cette relique, ça serait de gagner 3 points d'armure. Les reliques sont gagnées par les rencontres trésors ou bien en combattant des monstres élites. Et il existe une deuxième sorte de reliques qui sont les reliques de boss qui sont obtenues seulement lorsqu'on va avoir battu le boss à la fin d'un acte. Lorsqu'on va gagner des reliques de boss, on va retourner une relique de plus que le nombre de joueurs. Donc ici dans notre partie à 2 joueurs, on retournerait 3 cartes et chacun des joueurs va choisir une carte relique qu'il va gagner immédiatement et la carte qui n'a pas été choisie sera remise sous la pioche de cartes reliques de boss.
Maintenant, regardons certains symboles qu'on peut retrouver sur les attaques des héros ainsi que leurs effets. Les héros peuvent aussi jouer des cartes avec le symbole aire d'effet. Lorsqu'ils le font, cette attaque va affecter tous les ennemis qui sont dans une des rangées. Donc, ils vont choisir une des rangées de joueurs et tous les ennemis qui sont dans cette rangée vont subir les effets de cette attaque. Dans le cas de cette carte, ce serait 2 points de dégâts. On peut utiliser des attaques qui vont ici faire 1 point de dégâts et on a ici le symbole de faiblesse. Lorsqu'on va affecter un ennemi avec un symbole faiblesse, on va aller placer un jeton de faiblesse sur sa carte. Un ennemi peut avoir un maximum de 3 jetons faiblesse d'empilés sur sa carte et la prochaine fois qu'il va attaquer, son attaque sera de -1 par jeton faiblesse qu'il possède. Et une fois que son attaque va être terminée, à ce moment-là, on va défausser un seul des jetons faiblesse. Donc par exemple, si les joueurs sont parvenus à placer 2 jetons faiblesse sur ce monstre et que ce monstre va agir et faire son attaque ici qui va attaquer tous les héros de 3, comme il a 2 jetons faiblesse, il va avoir -2 sur son attaque, ce qui fait qu'il va seulement attaquer tous les héros d'un seul point de dégâts. Et une fois que son attaque va être résolue, on va retirer un seul jeton faiblesse de sa carte. Les ennemis peuvent aussi infliger des jetons faiblesse aux héros et ces jetons vont fonctionner de la même façon avec les héros et chaque héros a un maximum de 3 jetons faiblesse qu'il peut avoir sur lui-même. Certaines attaques, comme celle-ci, vont infliger ici 2 points de dégâts et on va aller infliger ensuite le statut vulnérabilité à l'ennemi qu'on a ciblé. Un ennemi peut avoir un maximum de 3 jetons de vulnérabilité sur sa carte et la prochaine fois qu'il va se faire attaquer, les effets de la prochaine carte seront doublés complètement et après avoir appliqué les effets de cette carte doublée, on va défausser un jeton de vulnérabilité de cet ennemi. Par exemple, si mon héros a appliqué un jeton de vulnérabilité à l'ennemi et que par la suite il fait la carte de frappe double, qui normalement fait 2 attaques de 1 point de dégâts, comme il a un jeton vulnérabilité, chacune des attaques va être doublée, ce qui veut dire qu'on va faire 2 attaques de 2 points de dégâts pour un total de 4. Et lorsqu'on aura terminé d'appliquer les 4 points de dégâts, on va retirer un jeton vulnérabilité. Les joueurs peuvent aussi recevoir des jetons de vulnérabilité avec les effets des ennemis et ces jetons vont fonctionner de la même façon et les joueurs sont aussi limités à 3 jetons de vulnérabilité sur eux-mêmes. Si jamais un ennemi qui possède un jeton de faiblesse attaque un héros qui a un jeton de vulnérabilité, à ce moment-là, les effets des 2 jetons seront simplement annulés et à la fin de l'attaque, on va défausser un jeton faiblesse de l'ennemi et un jeton vulnérabilité de ce héros. Maintenant, regardons en détail les 4 personnages qui sont complètement asymétriques et qui ont chacun leur propre carte. Le soldat de fer est le personnage le plus simple à jouer, je vous le recommande donc pour votre première partie. Le soldat de fer est le personnage qui a le plus de points de vie, donc il a 10 points de vie comparativement aux autres personnages qui en ont seulement 9. La relique de départ du soldat de fer lui permet de se soigner de 1 point de dégâts à la fin de chacun des combats, donc c'est le personnage qui peut se soigner le plus facilement. Dans son deck de départ, on retrouve la carte Heurte qui permet de faire 2 points de dégâts et d'infliger des statuts de vulnérabilité aux ennemis, ce qui nous permet de préparer de grosses attaques qui seront doublées. Certaines de ces cartes vont lui permettre de gagner des points de force. Donc, lorsqu'il va jouer des cartes qui vont permettre de gagner de la force, il va aller placer des jetons de force sur son plateau personnage ou bien à côté de sa figurine. Un joueur ou un monstre peut avoir un maximum de 8 jetons de force en même temps. Chacun des jetons de force va augmenter toutes les attaques de ces cartes de 1. Donc avec 2 points de force, si je joue une carte d'attaque double, chacune des 2 attaques va être augmentée de 2. Donc au lieu de faire 2 attaques de 1 point de dégâts, je vais faire 2 attaques de 3 points de dégâts. Et si j'attaquais un ennemi qui est vulnérable, à ce moment-là, cela va être doublé. Donc ça va être 2 attaques de 6 points de dégâts pour un total de 12. Donc gagner des points de force est un focus qui est essentiel pour le soldat de fer. Et il a plusieurs cartes qui vont bénéficier des jetons de force encore plus forts, comme ici la frappe lourde, que chaque jeton de force va donner plus 3 au lieu de plus 1. Et si on réussit à améliorer cette carte, chaque jeton de force va nous donner plus 5 lorsqu'on va faire cette attaque. Le soldat de fer a beaucoup de cartes avec des effets épuisés. Donc, lorsqu'on va jouer des cartes avec le mot-clé épuisé, on va les placer dans notre pile d'épuisement. Ce sont des cartes qui ne reviendront pas dans notre deck pour le reste du combat, c'est-à-dire qu'on peut seulement les jouer une fois par combat. Certaines cartes comme Feu démoniaque vont nous permettre d'épuiser beaucoup de cartes de notre main pour faire une attaque dévastatrice. On peut par la suite jouer une carte comme Saccage qui va être augmentée en puissance par le nombre de cartes dans notre pile d'épuisement. Et finalement, le soldat de fer a beaucoup de cartes qui peuvent lui permettre de gagner beaucoup d'armure et même de conserver son armure d'un tour à l'autre avec certains pouvoirs. Et lorsqu'on a beaucoup d'armure, on peut utiliser la carte attaque plaquage qui va infliger 1 point de dégâts par point d'armure qu'on a présentement. Les joueurs peuvent avoir un maximum de 20 points d'armure.
Certaines cartes du soldat de fer vont lui coûter des points de vie pour être jouées, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des effets qui peuvent lui permettre de se soigner davantage. Donc si jamais on peut mettre la main sur des reliques qui vont permettre de se soigner encore plus, ça sera encore plus bénéfique pour ce personnage. Si on a aussi des reliques ou bien des potions qui nous permettent d'augmenter notre force plus rapidement, cela peut nous permettre de déployer nos plus grosses attaques très vite dans un combat. Le deuxième personnage est la Silencieuse. C'est un personnage qui a 9 points de vie. Sa relique de départ lui permet de piocher 2 cartes supplémentaires dans sa première main carte au début d'un combat, ce qui lui donne plus d'options pour commencer un combat. On retrouve d'ailleurs beaucoup de cartes pour la Silencieuse qui vont lui permettre de faire des effets pour piocher des cartes et ensuite en défausser d'autres, ce qui permet de chercher les cartes qu'on a besoin pour effectuer nos combos. Une de ces cartes de départ permet de placer des jetons de faiblesse sur les ennemis. C'est une de ses façons de se défendre en diminuant la force des attaques des ennemis. Maintenant, du côté offensif, on a 2 options avec ce personnage pour pouvoir construire notre deck. Premièrement, on peut opter pour aller chercher un deck qui va nous donner des jetons de surin. Ce sont des jetons ici de poignard. Et à chaque fois qu'on va gagner des jetons de poignard, on va pouvoir les accumuler. Et lorsqu'on va les dépenser, chaque poignard va nous permettre de faire une attaque qui fait 1 point de dégâts. La Silencieuse peut avoir un maximum de 5 jetons surins d'accumuler et on peut conserver ces jetons d'un tour à l'autre pour pouvoir les utiliser lorsqu'on va être prêt à faire notre gros combo. On a d'ailleurs certaines cartes qui vont pouvoir augmenter l'efficacité des attaques de nos poignards et on a certaines cartes aussi qui vont être plus fortes lorsqu'on va avoir des jetons de surins sur notre plateau. Ces attaques vont faire des effets supplémentaires. Lorsqu'on réussit à jouer beaucoup d'attaques dans le même tour en dépensant nos jetons de surin, on pourrait jouer une carte comme Coup de grâce qui va infliger 1 point de dégâts par attaque qu'on a fait dans ce tour. Donc chaque surin qu'on a dépensé est une attaque indépendante, ce qui veut faire qu'on peut accumuler beaucoup d'attaques et rendre cette carte très puissante. La deuxième façon de construire ce personnage est d'opter pour les jetons de poison. On va avoir différents effets de cartes qui vont avoir des symboles de poison. Donc à chaque fois qu'on va jouer une carte qui a ce symbole, on va aller placer un jeton de poison sur un ennemi. À la fin de chaque tour des joueurs, les jetons poison vont se déclencher et les ennemis vont subir 1 point de dégâts par jeton poison qu'ils ont sur leur carte. Un ennemi peut avoir un maximum de 30 jetons poison. C'est aussi le nombre maximum de jetons qu'on peut placer, puisqu'il y a seulement 30 jetons dans le jeu. Les ennemis ne perdent jamais de jetons poison, ils vont seulement en accumuler de plus en plus à force qu'on va jouer des symboles sur nos cartes. On a même certaines cartes qui nous permettent de doubler les jetons poison qui se trouvent sur un ennemi pour accélérer le nombre de poisons qui se trouvent sur cette carte. En plus d'infliger des points de dégâts à chaque tour, les jetons de poison peuvent être utiles si on réussit à avoir l'attaque étranglement qui va faire 3 points de dégâts mais qui va faire 1 point de dégâts supplémentaire par jeton faiblesse et jeton poison qui se retrouvent sur cet ennemi. Au niveau des reliques, si on opte pour un deck qui est construit avec les poignards, on peut opter pour des reliques qui peuvent nous donner des points de force, ce qui va augmenter l'efficacité de nos petites attaques. C'est aussi un personnage qui a beaucoup de cartes qui ont des coûts de 0 énergie, donc c'est bon d'avoir plusieurs cartes qui nous permettent, ou des effets de reliques qui nous permettent de piocher davantage de cartes pour jouer plus de cartes à notre tour. Le troisième personnage est le Défectueux. C'est un personnage qui a 9 points de vie et sa relique de départ va lui permettre de canaliser au début du combat une orbe chironique. Toutes les mécaniques de ce personnage tournent autour des fameuses orbes qu'on va canaliser et activer. Il y a 3 types d'orbes qui seront représentés par les cubes de couleur. Donc en jaune, on aura les orbes chironiques, en bleu, les orbes glaciaires, en mauve, les orbes obscures. Le personnage a 3 emplacements pour canaliser des orbes. Donc au début du combat, en activant sa relique de départ, il va aller placer un cube jaune, donc un orbe chironique, dans n'importe quel des 3 emplacements d'orbes. Les effets des orbes sont décrits sur notre plateau personnage, donc chaque type d'orbe va avoir un effet qui va se déclencher à la fin du tour et un effet qui va se déclencher si on va l'activer avec une de nos cartes. Par exemple, dans son deck de départ, il a la carte Activation double qui va lui permettre d'activer n'importe quel orbe 2 fois. Donc ici, si je joue cette carte, je pourrais activer mon orbe chironique que j'ai au début du combat. Et lorsqu'on l'active, il va infliger 2 points de dégâts. Comme je l'active 2 fois, je vais infliger 2 points de dégâts 2 fois. Beaucoup de ces cartes vont lui permettre justement de canaliser des orbes. Donc, il aura des cartes pour canaliser des orbes chironiques. Il aura des cartes pour canaliser des orbes glaciaires. Et il aura des cartes pour canaliser des orbes obscurs. Et il a même certaines cartes qui vont canaliser un orbe selon le résultat du dé. On va aller placer l'orbe correspondant à ce moment-là. Si jamais tous nos emplacements d'orbes sont pleins et qu'on fait un effet de jeu qui nous demande de canaliser un orbe, à ce moment-là, on va retirer un orbe et l'activer automatiquement et on va ensuite le remplacer par le nouvel orbe qu'on vient de canaliser.
Par exemple, si je joue cette carte, si j'inflige un point de dégâts et je canalise un orbe chéronique, à ce moment-là, je vais aller placer un cube jaune. Comme c'est déjà plein, je vais retirer n'importe quel de mes orbes et l'activer. Donc, je pourrais décider d'activer celui-ci pour infliger 2 points de dégâts à un ennemi et je vais ensuite le remplacer par le nouvel orbe que je canalise. À la fin du tour des joueurs, tous les orbes qui sont canalisés vont s'activer. Les orbes chéroniques vont infliger 1 point de dégâts sur un ennemi de notre choix. Les orbes glaciaires vont nous donner 1 point d'armure. Et les orbes obscurs, eux, n'ont pas d'effet à la fin du tour. Et les effets d'activation, donc les orbes chéroniques vont infliger 2 points de dégâts. Les orbes glaciaires ont le même effet que de fin de tour, c'est-à-dire que lorsqu'on les active, on va gagner 1 point d'armure. Et pour les orbes obscurs, ils vont infliger 3 points de dégâts, plus 1 point de dégâts par carte pouvoir qui sont placées devant le joueur. Et c'est d'ailleurs une des forces de ce personnage, c'est d'avoir beaucoup de cartes pouvoir qui sont placées devant lui. Des cartes pouvoir qui vont lui donner d'autres emplacements pour placer des orbes, des cartes pouvoir qui vont lui donner des orbes à chacun des tours ou bien qui vont augmenter la puissance de ses orbes lorsqu'ils seront activés. C'est un personnage qui est plus difficile à jouer en solo parce que ça lui prend quelques tours de jeu pour se construire certains orbes canalisés et placer certaines cartes pouvoir qui n'ont pas d'effet de faire des attaques ou des défenses. C'est donc une bonne idée d'essayer de viser des reliques qui vont lui permettre de nous donner de l'armure, ce qui va nous permettre de nous protéger pendant qu'on va construire nos cartes pouvoir et canaliser nos orbes, ou bien des cartes qui vont nous permettre de gagner de l'armure lorsqu'on va jouer des cartes pouvoir. On peut aussi aller chercher des cartes défensives comme charger les batteries qui donnent beaucoup d'armure et qui en plus va nous rembourser l'énergie si on a assez d'orbes de canaliser. Et finalement, le quatrième personnage est la gardienne, qui est le personnage le plus complexe. Je vous recommande d'avoir joué plusieurs parties avant d'essayer de jouer celui-ci. C'est un personnage qui a 9 points de vie. Sa relique de départ lui donne un jeton de miracle. Ce sont des jetons qui sont propres à ce personnage. Il peut en avoir un maximum de 5 d'accumulés. Et chacun de ces jetons peut être dépensé pour lui redonner 1 d'énergie. Il pourra aussi gagner des jetons de miracle en jouant certaines cartes qui vont avoir le symbole ici des 2 mains en prière pour pouvoir gagner des jetons pendant le combat. On aura aussi certaines cartes qui vont infliger plus de dégâts par jeton de miracle qu'on va avoir d'accumuler sur notre personnage. Ce personnage va avoir 3 positions possibles qui seront dénotées par la piste qui est ici avec un cube générique. Chaque combat, il va commencer en position neutre et il va pouvoir jouer des effets de cartes qui vont le faire passer d'une position à l'autre. Certaines cartes vont donner des bonus si on les joue quand on est dans la bonne position. Par exemple, la carte qui est ici, si je suis en position calme, je vais pouvoir aller piocher 3 cartes. Sinon, je vais entrer en position calme. Quand on entre dans une position, on va déplacer le cube sur cette position. Il n'y a pas d'effet de jeu si on est en position neutre ou en position calme. Par contre, si on quitte la position calme, c'est là qu'on va gagner un bonus. Donc, par exemple, si je joue la carte qui est ici, j'inflige 2 points de dégâts et je vais entrer en position colère. Donc, à ce moment-là, je vais placer mon cube sur la position colère. Et comme je viens de quitter la position calme, à ce moment-là, je vais gagner le bonus qui est de gagner 2 points d'énergie. En position colère, toutes mes attaques vont infliger 1 point de dégâts supplémentaire, ce qui équivaut à avoir 1 point de force. Par contre, si on termine notre tour de jeu en position colère, on va recevoir 1 point de dégâts, mais heureusement, c'est un point de dégâts qui peut être absorbé par nos points d'armure. On retrouve ici un nouveau mot-clé sur les cartes de ce personnage, qui est le mot-clé retenu. Une carte avec le mot-clé retenu ne sera pas obligée d'être défaussée à la fin du tour, ce qui veut dire qu'on pourrait la conserver pour le prochain tour. C'est d'ailleurs ce qui permet à ce personnage d'accumuler ses grosses cartes d'attaque avec les mots-clés retenus pour pouvoir préparer un gros tour de jeu lorsqu'on va entrer en position colère. Et pour augmenter les chances de faire un gros combo avec les cartes retenues, on a même une carte de pouvoir qui va diminuer le coût en énergie des cartes qu'on a retenues un tour pour pouvoir les jouer au tour suivant avec un rabais de 1 point d'énergie. Et si on réussit à avoir la carte Sable du Temps qui va infliger 3 points de dégâts et qui va gagner 2 points de dégâts supplémentaires par carte retenue qui est présentement dans notre main. Comme c'est un personnage qui doit préparer des gros combos dans sa main avec les bonnes cartes au bon moment, il a aussi une mécanique de jeu qui lui permet de mieux se préparer. On va retrouver le mot-clé scruter sur certaines de ces cartes. Donc la carte qui est ici fait 1 point de dégâts et va me permettre de scruter 2 cartes et de piocher une carte. Le mot-clé scruter me permet d'aller regarder les cartes de ma pioche. Donc ici, j'ai scruté 2. Je peux donc aller regarder les 2 premières cartes de ma pioche. Je peux décider de défausser certaines d'entre elles et je vais remettre les autres dans le même ordre sur le dessus de ma pioche. Donc avec des effets de jeu scrutés, je peux réussir à aller chercher les cartes que j'ai besoin pour réaliser un gros combo.
Ce qui est important avec ce personnage, c'est de se bâtir un deck qui nous permet de bien changer de position. Donc d'avoir des cartes qui nous permettent d'entrer en calme ou d'aller en colère, ce qui nous permet d'avoir les bonus d'énergie supplémentaires pour quitter la position calme et ce qui nous permet d'aller en position colère avec beaucoup d'énergie pour pouvoir jouer beaucoup de cartes d'attaque. Le timing est important avec ce personnage puisque beaucoup de cartes vont avoir des effets bonus si on est dans certaines positions. Donc évidemment, on veut bénéficier de ces effets bonus-là, donc on doit jouer les cartes au bon moment avant de se changer de position. On peut essayer d'avoir des reliques qui vont nous donner des points d'armure puisque si on reste en position colère à la fin de notre tour, on va recevoir un point de dégâts. On peut aussi essayer d'avoir des potions ou des effets de reliques qui nous permettent de piocher plus de cartes pour aller chercher les cartes nécessaires à faire nos gros combos. C'est un personnage qui demande plus de préparation pour faire ses grosses attaques. Et les joueurs vont continuer à progresser sur leur chemin jusqu'à temps qu'ils atteignent la carte du boss de l'acte et on va ensuite préparer le combat contre le boss et on va l'affronter. Si les joueurs réussissent à vaincre le boss, à ce moment-là, ils vont remporter l'acte, ils vont gagner les récompenses du boss. On peut décider de sauvegarder notre partie à la fin d'un acte et de continuer les autres actes dans une autre session de jeu, ou bien on peut procéder à l'installation de l'acte 2 pour continuer notre partie. On a des parties qui durent environ 1 heure à 1 heure et demie par acte, donc ça peut être sage de faire plusieurs sessions pour pouvoir faire une run au complet. Après avoir vaincu le boss à la fin d'un acte, les joueurs vont aussi se soigner à leur maximum de points de vie avant de procéder à la mise en place de l'acte suivant. Et si jamais au cours d'un n'importe quel combat durant une run, un des joueurs tombe à 0 point de vie, à ce moment-là, ce sera la fin des joueurs et ce sera une défaite. Les joueurs vont tenter de vaincre le boss de l'acte 1, de l'acte 2 et de l'acte 3, et s'ils réussissent à vaincre le boss de l'acte 3, ils vont remporter la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Slay the Spire, le jeu de plateau. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Slay the Spire, le jeu de plateau? Premièrement, je veux spécifier que c'est un jeu que j'ai supporté sur Kickstarter avec ma propre argent, donc ce n'est pas une copie presse que j'ai reçue de la compagnie. Et deuxièmement, je veux aussi dire que j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, j'ai joué au-delà de 300 heures aux jeux vidéo. Donc évidemment, c'est un univers que je connaissais déjà beaucoup, j'étais déjà très familier avec le concept de Slay the Spire, mais j'avais quand même très hâte de jouer aux jeux de plateau, de voir justement comment ils allaient réussir à adapter. Fait que premièrement, si on regarde les côtés positifs, ils ont réussi à faire une belle production. Donc la boîte à l'intérieur, on a vraiment un bel insert de rangement pour justement tous les decks de cartes. On a des séparateurs pour les différents decks de cartes. Tout est vraiment bien classé. Tout rentre évidemment avec les cartes qui sont sleevées. Donc le fait que les cartes sont recto verso. On a le côté amélioré et le côté pas amélioré de chacune des cartes. Ce qui fait qu'on sauve quand même beaucoup de temps quand on va améliorer une carte. On a juste à la retourner au lieu d'aller enlever la carte, aller chercher la carte améliorée dans la boîte puis la remplacer. Fait que c'est vraiment assez intuitif. Puis évidemment, toute la boîte d'arrangement est faite pour que les cartes fonctionnent avec les sleeves qui étaient fournis dans le jeu. Oui, ça augmente un petit peu le coût du jeu à ce moment-là, mais c'est très efficace comme méthode d'avoir les petites sleeves qui sont opaques. Fait que bravo pour l'insert. Même les petits tapis de jeu, j'ai la version collector, évidemment, avec un peu de flafla, dont les sous en métal, les petits tapis de jeu pour les personnages. Mais c'est tout du stock qui rentre dans la boîte. Ben, elle est vraiment bien pensée. Fait que ça, c'est super efficace. Le matériel aussi, c'est très bien. Donc, les cartes, les sleeves étaient de bonne qualité. Les composantes en carton. On a ici les plateaux des personnages qui sont double couche avec les différentes pistes de points de vie, d'armure, puis d'énergie qu'on peut déplacer notre petit cube. Fait que ça, c'est super sympathique. Tous les jetons de carton aussi, c'est très solide, donc très efficace au niveau de la production du jeu. On a vraiment du bon matériel et on a une belle solution de rangement pour tout ça, fait que chapeau pour la production. Pour le visuel, bien évidemment, c'est les mêmes visuels que dans le jeu vidéo. Pour moi, c'est un univers que j'étais déjà familier puis que je trouve le visuel quand même assez cute. C'est un style très jeu vidéo rétro. Donc, on reprend cet esprit-là pour le donner dans le jeu de société. On a aussi d'autres clins d'œil aux jeux vidéo. D'ailleurs, quand on réussit à compléter une run au complet, c'est-à-dire de vaincre le boss de l'acte 3, en fait, quand on réussit à faire une run et qu'on a réussi à vaincre des boss, on va pouvoir aller cocher des cases sur des pistes pour déverrouiller différents éléments qu'on n'a pas accès au début dans le jeu. Donc à chaque personnage, on peut aller déverrouiller jusqu'à 3 petits paquets de cartes pour ajouter ces cartes-là dans le deck récompense. Donc ça va nous forcer à jouer les personnages, puis ensuite aller découvrir les nouvelles cartes qu'on va débloquer pour eux. Fait que ça, c'est toujours le fun, c'est stimulant de retourner jouer ces personnages-là. Et lorsqu'on va avoir fini de déverrouiller toutes les cartes spéciales de chaque personnage, on peut aussi aller cocher une autre piste qui va nous permettre de déverrouiller le fameux acte 4, parce que pour ceux
ceux qui le savent, le jeu vidéo. Donc l'acte 4, c'est là qu'on retrouve le vrai boss final du jeu, fait qu'on va pouvoir le déverrouiller. Et on a même le système d'ascension qui est très populaire dans le jeu vidéo. Donc le système que à chaque fois qu'on va faire une run, on va rajouter des règles pour que ce soit plus difficile, les ennemis vont avoir plus de points de vie, on va remplacer certaines cartes d'ennemis, on va avoir des nouvelles cartes d'élite qui vont être un peu plus fortes. Fait qu'on va avoir un système pour aller débloquer les niveaux d'ascension, puis à chaque fois qu'on réussit à faire une run avec un niveau d'ascension, on va pouvoir déverrouiller le niveau d'ascension supplémentaire et on a jusqu'à 13 niveaux d'ascension. Fait que ça fait quand même un bon challenge d'augmenter en difficulté au fur et à mesure qu'on devient bon dans le jeu. Et pour ceux qui aiment les achievements, on a aussi une page avec des défis. Donc si vous réussissez certains défis dans votre partie, vous allez pouvoir cocher ces cases-là juste pour le fun. La grande force de Slay the Spire, je pense, c'est vraiment la façon que les personnages sont construits. C'est vraiment une très très bonne asymétrie. Le fait que chaque personnage a ses propres cartes à lui qu'il peut gagner pour construire son deck. Et on a vraiment 4 paquets de cartes qui sont totalement différents pour chaque personnage. Chacun a ses petites dynamiques, ses petites mécaniques qui sont à lui aussi avec ses jetons spéciaux, sa relique de départ. Fait que c'est vraiment le fun d'explorer ces personnages-là et de les construire. C'est sûr que les gens qui sont familiers avec le jeu vidéo, vous allez retrouver ces 4 personnages-là que vous avez probablement déjà joué. Mais on a bien réussi justement à rendre l'esprit de chacun de ces 4 personnages-là avec son deck de cartes. On a quand même beaucoup simplifié le côté mathématique du jeu, donc on a descendu beaucoup les points de dégâts par rapport aux jeux vidéo. Ça simplifie beaucoup les mathématiques dans le jeu, fait que c'est quand même plus intuitif pour un jeu de société. Donc on a vraiment bien adapté les 4 personnages avec des reliques, avec des cartes, avec les améliorations et tout ça. Fait qu'on peut vraiment découvrir le gameplay qui est très différent d'un à l'autre. Fait que ça fait beaucoup de choses à explorer, surtout pour les gens qui n'étaient pas familiers avec le jeu vidéo. Fait que ça c'est vraiment une belle force. Puis même un personnage pour arriver à bien le maîtriser. Puis on peut essayer, je vais essayer de construire tel autre type de deck avec ce personnage-là. Je pense que ça pourrait être bon. Fait qu'on peut vraiment essayer beaucoup de combinaisons de decks qui sont intéressantes. Puis c'est le genre de jeu que des fois les cartes qu'on voit, qu'on gagne, des fois on est comme cette carte-là, je la trouve pas bonne, puis je la prendrai jamais. Puis là maintenant on réalise que ok, mais si je prends cette carte-là avec telle autre carte, là, je peux réussir à faire un combo qui est vraiment intéressant. C'est vraiment un jeu qui est bâti sur le combo, puis c'est pas nécessairement tout le temps le cas de prendre la carte la plus forte individuellement. Ça fera pas nécessairement le meilleur deck qui existe. Donc c'est vraiment des combos qu'on va essayer de construire, des synergies qu'on va avoir entre notre deck, la façon qu'on veut aussi enlever des cartes pour justement que nos meilleures cartes, que nos cartes qui ont des synergies ensemble reviennent plus vite. On a un beau contrôle sur notre deck. Les cartes qu'on veut améliorer, on peut en améliorer beaucoup quand même dans une run. On peut en enlever beaucoup avec les événements ou avec justement les magasins. Quand on réussit à y aller, on peut dépenser de l'argent pour enlever des cartes. Fait que c'est des choses qui sont faciles à faire dans le jeu. Puis on gagne quand même beaucoup de cartes au fur et à mesure qu'on fait des combats. Puis c'est le genre de jeu qu'à un moment donné, il faut arrêter d'ajouter des cartes. Donc à un moment donné, si notre deck atteint vraiment un bel équilibre, on a des beaux combos qui reviennent quand même bien, ben de gagner 1 ou 2 cartes de plus, des fois c'est juste pas nécessaire. Donc de pas prendre des cartes, des fois c'est la bonne décision vers la fin d'une run. Pour le temps de jeu, comme je disais tantôt, c'est de 60 à 90 minutes pour pouvoir faire un acte seulement. Fait que si on veut faire les 3 actes dans la même soirée, ça peut prendre 4 heures, 4 heures et demie. Et là, je parle pour une partie à 2 joueurs pour la première fois. Je pense que quand on est habitué 1 heure par acte, ça devient réaliste, mais au début, ça va plus être proche de 1 heure et demie par acte. Donc, ça se fait quand même bien de sauvegarder notre partie, donc de jouer un acte à la fois ou de jouer les 2 premiers actes, puis on fait le 3e plus tard dans une autre session de jeu. Donc, c'est facile, on a des petits sacs pour pouvoir ranger notre matériel, on a des séparateurs pour pouvoir mettre le matériel qu'on a ramassé, les reliques qu'on possède et tout ça. Donc, on a vraiment les endroits pour faire le rangement dans l'insert, fait que c'est quand même facile de revenir, de redéployer le jeu, puis de continuer de faire le setup de l'acte 2 ou de l'acte 3 où on est rendu. J'ai vraiment fait les 2 expériences. J'ai fait vraiment la première fois que j'ai joué au jeu, on a fait les 3 actes dans une même journée. Puis la deuxième fois que j'ai joué ma 2e run, j'ai vraiment fait un acte à la fois. Donc on l'a fait sur 3 sessions de jeu séparément. Les 2 se font quand même assez bien. C'est sûr qu'on a un peu plus de temps de setup à ce moment-là quand on doit serrer ou replacer le jeu à chaque fois. Mais ça se fait quand même bien là, si tout le monde participe aux tâches là, de mise en place. Il y a quelques petites mécaniques qui peuvent passer inaperçues, mais qui ont vraiment été bien réfléchies dans le jeu. La première, c'est évidemment le fait que les cartes soient recto-verso pour pouvoir avoir accès aux cartes améliorées rapidement puis sauver de la manipulation puis de la recherche de cartes pendant la partie. Sinon, on a la mécanique avec le dé. Donc, le fameux dé qu'on va lancer à chaque manche et qui va déterminer tous les effets aléatoires, que ce soit les effets d'une carte de joueur, que ce soit les effets d'une relique, que ce soit les effets des attaques des monstres. On va avoir un seul résultat unique pour gérer tout l'aléatoire dans la manche. C'est vraiment
vraiment brillant. Au lieu d'avoir à lancer 6 dés, puis d'avoir 6 résultats différents, puis placer des dés un peu partout, puis là, ça devient mélangeant. Donc, un seul résultat, c'est simple, c'est efficace, puis on sauve du temps. Fait que c'est vraiment une mécanique super brillante. L'autre chose que j'avais peur, c'est qu'à chaque fois qu'on gagne des cartes, d'avoir à remélanger toutes les pioches de cartes, d'en révéler 3, d'en choisir une. Mais ils ont été brillants qu'à chaque fois que des cartes que tu ne gagnes pas ou que tu ne choisis pas, elles sont simplement remises sous la pioche respective. Tu n'as pas besoin de les mélanger les pioches pendant ta partie. Tu as juste besoin de mélanger tout ça au début dans ton setup. Et après ça, tu fais juste remettre tout le temps en dessous. Ce qui va faire que tu vas passer au travers des cartes. De toute façon, tu ne passeras pas au travers des paquets de cartes dans une partie. Fait que c'est quand même, encore une fois, une mécanique qui est bien pensée. Ça nous fait sauver du temps, des manipulations inutiles, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de petites manipulations avec des jetons puis tout ça, des cubes puis les points de vie puis tout ça. Donc d'avoir à sauver sur les manipulations, le brassage de cartes des différents decks, c'est encore une fois quelque chose qui était bien pensé. Je pense qu'une de ses grandes qualités, c'est le mode coopératif, donc le fait de pouvoir y jouer à 2, à 3 ou à 4. Il y a vraiment une belle synergie de coopération parce que j'aime ça les jeux coop comme celui-là qui font qu'il n'y a pas de tour de jeu, puis on peut vraiment alterner les actions là, dans l'ordre de notre choix. Ça fait que ça rend les discussions plus intéressantes, puis tout le monde se sent impliqué dans le jeu parce que là, ok, ben moi je peux mettre un jeton de vulnérabilité, puis là, qui a une grosse attaque après ça à faire, ok, parfait, toi tu fais ta grosse attaque, puis là moi je vais faire ça, ok, on va tuer cet ennemi-là, fait que toi je joue pas de défense parce que tu n'auras plus d'ennemis dans ta ligne, fait que là tu peux aider les autres à continuer leur ligne de monde. C'est qu'il y a vraiment de la communication qui est importante entre les joueurs. J'aime aussi qu'on a des cartes qui nous permettent de jouer de la défense sur les autres joueurs, fait que ça c'est quelque chose de super le fun dans le jeu. On peut avoir des personnages qui vont se concentrer un peu plus sur le côté offensif, on pourrait avoir des personnages un peu plus défensifs qui vont justement pallier à la défense que ces joueurs-là ne seront pas capables de mettre pour pouvoir les aider et avoir des combinaisons qui sont intéressantes, puis qu'il y a quand même des belles synergies, des belles coopérations à faire. Puis c'est un jeu qui a beaucoup de variables parce qu'évidemment, il y a beaucoup de cartes différentes. Fait que c'est pas évident de connaître tout le deck de nos coéquipiers en fait. Fait que c'est là que tout le monde peut se sentir impliqué, puis communiquer, puis bien dire ce qu'on peut faire, puis essayer de justement de trouver le bon ordre, d'optimiser ce tour de jeu-là. Parce qu'au final, dans un tour de jeu, tout est connu. Donc, une fois que le dé est lancé, on sait qu'est-ce que les ennemis vont faire, on sait combien de dégâts qu'on va recevoir chacun. Fait qu'on est capable de voir avec les cartes qu'on a, l'énergie qu'on peut dépenser, puis les cartes qu'on peut jouer, qu'est-ce qu'on peut réussir à faire pour faire le plus de dégâts aux monstres et aussi pour recevoir le moins de points de dégâts. C'est un jeu qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, on a 9 ou 10 points de vie maximum, ce qui est vraiment pas gros. On se soigne pas entre les combats. Il n'y a pas beaucoup d'effets qui nous permettent de nous soigner. Il y a certaines reliques qui sont intéressantes pour ça. Sinon, on peut soigner dans les camps. Au lieu d'améliorer une carte, on peut soigner, mais ça, c'est jamais le fun. Mais à la fin d'un acte, on va aussi se soigner automatiquement. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant. Ça peut faire que justement, on peut pousser notre chance un petit peu plus en sachant qu'après un boss d'acte, on va se soigner au complet. Fait que vraiment, le côté coopération, je pense que c'est vraiment le cœur du jeu, puis c'est là qu'il va avoir vraiment un gros plus pour moi. Le livret d'instructions est super bien écrit, bien détaillé. On a aussi plein d'exemples et tout ça. Fait que c'est vraiment très riche. On a aussi une espèce de glossaire avec tous les effets de toutes les cartes des personnages, toutes les reliques aussi, qui est tout ça là-dedans. Fait que ça, c'est quand même bien. Je parlais de l'insert tantôt. On a un guide de rangement. Ça aussi, c'est vraiment super de nous dire quoi ranger où dans l'insert. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que ça, j'ai trouvé ça très cool. Si on veut aussi commencer une partie à l'acte 2 ou je jouer l'acte 3 directement, on nous donne un tableau dans le livret d'instruction qui nous dit le nombre de cartes à prendre, le nombre de reliques et tout ça. Fait qu'on peut se construire un personnage rapidement puis commencer dans l'acte 2 parce qu'on a juste le temps de jouer 2 actes, ou on pourrait juste jouer l'acte 3 si on veut en bâtissant un personnage, en suivant ce guide de bâtissage-là. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. On a aussi 3 règles optionnelles. Il y en a 2 que je trouve intéressantes. Une qui est très buff. Celle que je trouve buff, c'est qu'on peut jouer de façon séquentielle. Donc, au lieu d'avoir un tour de jeu où on peut chacun alterner les actions dans l'ordre de notre choix, on va jouer toutes nos actions, un joueur, après ça, toutes les actions, un autre joueur. Je trouve que ça brise le côté justement coopératif du jeu, puis il chaîne beaucoup plus au fait qu'on peut jouer dans l'ordre de notre choix pour faire différents combos. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Fait que cette règle optionnelle-là, je la mettrai vraiment jamais dans mes parties. Les 2 autres, je les trouve le fun, surtout celle pour les reliques. Quand on gagne des reliques, on va révéler un nombre de cartes égal au nombre de joueurs et après ça, chaque joueur va pouvoir choisir sa relique. Donc on peut donner une relique qui fit plus avec un personnage qu'avec un autre. Il y a certaines reliques qui sont un peu faites pour être plus spécifiques à un personnage. Fait que c'est un peu plate si elle tombe sur un personnage qui n'a pas vraiment d'utilité pour cette relique-là, alors que pour toi, elle est super bonne avec les cartes que tu as choisies. Fait que ça, c'est une belle flexibilité puis c'est intéressant.
Sinon, la deuxième règle optionnelle que je trouve le fun, c'est la règle du barreau d'honneur. Donc, si jamais pendant un combat de boss d'acte, un des joueurs meurt, mais que les autres joueurs réussissent à le vaincre, on va considérer que c'est une victoire et qu'on a réussi à battre le boss. On va tous se soigner, on va passer à l'acte suivant. C'est seulement sur les boss d'acte que ça peut fonctionner cette règle-là, pas sur les élites ou les combats normaux. Fait que ça, je trouve que ça rajoute un petit côté épique de finir un boss pendant que les autres personnages sont assommés à terre. Fait que ça, je trouve que c'est thématique, puis c'est quelque chose que je me verrais bien inclure dans mes parties. Pour les points négatifs, comme je trouve que le jeu shine vraiment bien en multijoueur, pour moi, ça sera pas un jeu que je veux expérimenter en solo. Et en solo, c'est difficile parce que justement, on a un personnage. Chaque personnage a quand même des faiblesses. Fait que c'est dur d'être bon contre tout dans un seul personnage. Donc en solo, peut-être de le jouer à deux personnages, c'est peut-être plus optimal pour essayer d'avoir des synergies entre les deux decks, mais ça fait beaucoup de choses à gérer pour quelqu'un qui est en solo. Fait que pour moi, c'est un peu trop de manipulation. D'ailleurs, la mise en place, c'est quand même assez long pour pouvoir tout ranger à la fin, parce que là, il faut défaire notre deck, il faut enlever toutes les cartes améliorées, il faut les retourner de l'autre côté. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour le rangement, la mise en place. Surtout si on joue les actes, un acte par session de jeu, donc le fait de tout le temps serrer, ranger le jeu, ça fait beaucoup de manipulation, beaucoup de paquets de cartes. Même si on fait tous les actes dans la même soirée, ben quand on finit un acte, on a quand même un peu de mise en place à faire. Il faut serrer les cartes de l'acte 1, ressortir les cartes de l'acte 2, choisir un boss, refaire le plateau acte. Fait qu'il y a quand même des petites manipulations qui sont faites de toute façon entre chacun des actes, que ce soit dans la même session ou dans des sessions différentes. Mais c'est quand même beaucoup de petites manipulations puis beaucoup de placements. Donc ça passe un peu plus vite. Si tout le monde met la main à la pâte, là, ça devient quand même plus efficace au niveau du placement puis du rangement. C'est un jeu qui a beaucoup de micromanagement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paquets de cartes à manipuler, il y a beaucoup de petits cubes à placer sur les cartes pour les points de vie des monstres, pour les patterns d'action des monstres. On a les points de vie pour les personnages, on a nos petits cubes d'énergie, nos petits cubes d'armure, donc ça fait beaucoup de déplacements de petits cubes un peu partout. Les cubes sur les cartes d'ennemis pour les points de vie, je vous dis que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, donc c'est quand même assez fragile. Faire attention à pas trop accrocher les cartes parce que là on saura plus où les points de vie du monstre étaient rendus. Fait que c'est pas la meilleure des façons. J'aurais aimé qu'ils fassent des petites pistes comme justement qu'on utilise pour les monstres élites ou pour les boss. Donc les ennemis qui ont beaucoup de points de vie. On a le petit plateau à double couche qu'on peut suivre avec les dizaines, les unités. Ça c'est parfait. Mais on n'a pas ça pour les ennemis standards. C'est vraiment des petits cubes qui vont être placés sur les cartes. Puis ça c'est pas évident. Ça glisse facilement. Mais bon, ça fait qu'on a besoin d'un peu moins de matériel. Mais ça peut être agaçant. La longueur des parties va faire peur aux joueurs parce que dans le fond, une vraie partie, ben, ça dure 4 heures, 4 heures et demie et non pas 1 heure, 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie, c'est un seul acte qu'on va jouer seulement. Donc c'est sûr que si on veut jouer les 3 dans la même soirée, ben, faut être préparé, ça prend quand même beaucoup de temps. Là. Ça va vraiment être une partie de 4 heures et demie. Peut-être qu'on va pouvoir descendre ça à 3 heures quand on est vraiment habitué au jeu puis que ça va vite. Mais ça tombera jamais vraiment en dessous de ça pour pouvoir faire les 3 actes. Et là, j'ai pas encore débarré l'acte 4, fait que je sais pas non plus la longueur que ça rajoute. Si je me fie aux jeux vidéo, il y a presque pas de combat dans l'acte 4, c'est vraiment le combat contre le boss final. On a un autre boss un peu avant, on a comme les 2 derniers boss qu'on va affronter avec une petite phase de magasin juste avant, puis un petit événement ou des trucs comme ça. Mais bref, je pense que ça fait quand même une partie qui est très très longue. Oui, on a un système de sauvegarde, mais si on veut l'expérience complète, ça reste un jeu qui est un gros investissement de temps. Slay the Spire, le jeu vidéo, c'est un de mes jeux vidéo favoris de tous les temps. J'ai tellement joué d'heures, j'avais tellement de hautes attentes en ayant ce jeu-là que j'ai supporté sur Kickstarter. Je suis super content jusqu'à présent de toutes les parties que j'ai jouées. J'approche peut-être d'une dizaine d'actes de jouer au total là, dans mes différentes sessions que j'ai réussi à faire. J'ai essayé tous les 4 personnages jusqu'à maintenant, donc j'ai eu le goût évidemment de continuer de les réapprofondir. Je pense que c'est vraiment une adaptation qui est très fidèle aux jeux vidéo. Puis je pense que comme moi, les fans du jeu vidéo vont vraiment trouver leur compte si vous cherchez une expérience de jeu de plateau multijoueur. Je pense que c'est là vraiment qui est fait à son meilleur, le côté coopération, la communication, la façon que le tour de jeu fonctionne, puis qu'on peut justement coordonner les actions comme bon nous semble pour pouvoir optimiser les decks de chacun des joueurs. Ça, c'est vraiment le fun, c'est vraiment stimulant, mais c'est un jeu qui peut être très long. Très long, surtout si on joue à 3 ou 4 joueurs, donc ça peut quand même devenir une partie qui va durer beaucoup d'heures. Mais j'y ai vraiment trouvé mon compte, j'ai vraiment trouvé qu'ils ont eu des idées intelligentes. Oui, le jeu a des petits irritants, il y a beaucoup de petites manipulations, de petites gestions avec les cubes, les points de vie, les cartes et tout ça, le placement entre les actes, beaucoup de petites affaires.
qui peuvent être des petits irritants, mais au final, je trouve que l'expérience est quand même super satisfaisante au niveau du gameplay. On a vraiment bien transmis la symétrie de ces 4 personnages-là au travers des decks de cartes qu'on a créés. Donc vraiment, ça paraît que les développeurs du jeu vidéo ont vraiment participé au développement du jeu. Puis je me souviens quand le jeu avait été annoncé, ça fait vraiment longtemps, avant qu'ils soient en campagne de socio-financement, il avait été annoncé. Puis il avait annoncé une date pour le Kickstarter, puis finalement ils ont dit « Ah non, on n'est pas prêt, finalement on va le reporter », puis ça a pris quasiment 1 an avant qu'ils finalement commencent leur campagne, parce qu'ils voulaient continuer à peaufiner, développer le jeu. Fait que ça c'est quand même bon signe, parce qu'il y a eu beaucoup d'amour autour du développement du jeu, puis ça paraît que les créateurs de jeux vidéo ont participé, puis ont vraiment transmis leur vision dans ce jeu de plateau-là. Par contre, moi je suis un gros fan du jeu vidéo, donc c'est pour ça que j'ai vraiment aimé le jeu de plateau aussi. Je sais pas si les gens qui connaissent zéro du jeu vidéo vont vraiment plonger autant dans cet univers-là. Je pense que c'est un jeu qui va quand même avoir un bon degré de difficulté pour les gens qui sont inconnus à Slay the Spire. Mais si justement vous cherchez un jeu de deck building coopératif avec du bon défi, je pense que celui-là va vous donner beaucoup de gameplay avec tout ce qu'on peut débarrer, les 4 personnages à explorer, les niveaux d'ascension qu'on peut avoir avec l'augmentation des difficultés des ennemis, qu'on va avoir des nouvelles cartes qui vont se débarrer, des nouvelles affaires qui vont s'ajouter. Donc c'est un jeu qu'on peut plonger des heures et des heures pour pouvoir justement tout performer autant dans les niveaux les plus difficiles. Donc, somme toute, je vais le donner une note de A-. Pour moi, c'est vraiment une belle adaptation, très fidèle au jeu vidéo. Je suis super content d'avoir financé ce jeu-là et finalement de pouvoir y jouer. Donc, ça a été mon jeu du mois, mon coup de cœur du mois. J'ai joué beaucoup de parties dans le dernier mois. Puis là, l'été qui s'en vient avec les vacances, ben, je vais continuer à vouloir développer justement les différents personnages et continuer de les approfondir, de les réessayer et de découvrir les différents niveaux d'ascension pour éventuellement débloquer l'acte 4 et essayer le boss final pour de vrai. Donc, un jeu que je vais continuer de découvrir dans les prochains mois définitivement. Il va y avoir une version magasin qui devrait sortir à la fin juillet. Donc, si vous ne l'avez pas supporté sur Kickstarter, soyez un petit peu patient, ça s'en vient. Je sais que la version magasin, il n'y aura pas nécessairement tout ce que vous retrouvez dans mon édition collectionneur. Donc, évidemment, il n'y aura pas les tapis de jeu, il n'y aura pas les pièces en métal. J'espère qu'ils vont avoir conservé au moins les inserts pour les cartes. Et évidemment, il va y avoir les sleeves, je pense qu'ils vont faire partie intégrale du jeu puisque les cartes sont recto-verso avec les versions améliorées de chaque côté. Donc ça devrait s'en venir fin juillet ou dans le mois d'août, d'ici la fin de l'été, il devrait être disponible en magasin. Vous pouvez regarder, il y en a déjà qui ont commencé à annoncer les précommandes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon pour nous faire des petits dons, ce qui va aussi vous donner accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.